On l'a dit, on vient de saluer la présence de Madame Ibn Ziaten, de l'imam Chalgoumi qui sont présents, avec un certain nombre d'amis de la communauté musulmane qui sont là, que je ne peux pas tous citer mais je les vois. Le deuxième débat, vous le savez, s'appelle les causes. Réfléchir à pourquoi l'antisémitisme, c'est une vieille question, hélas, que l'on se pose, qui est réactualisée, mais je vais justement demander à Shmuel Trigano de venir nous rejoindre. Il va lancer par son exposé justement le débat qui sera tout à l'heure animé par Guy Rosanovitch et dans lequel nous allons retrouver justement l'imam Hassan Chalgoumi, Guy Millière, l'économiste, mais également Daniel Siboni, le psychanalyste, et Richard Abitbol, qui est en l'occurrence aujourd'hui pour représenter également le BNVCA, le Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme, qui évidemment agit à la fois en réponse, mais surtout également en analyse des causes. Alors je vous propose d'entendre déjà l'exposé de Shmuel Trigano, qui va nous parler plus précisément, même si sur l'intitulé un titre peut-être extrêmement élaboré, mais qui va de façon plus concrète, si j'ose dire, mais tout aussi pénétrante, essayer de nous parler en quelques minutes, selon lui, selon le professeur. Donc Richard Abitbol, c'est pas le plus facile d'intervenir après Latifa. Pour conclure, vous donnez votre point de vue et conclure. Oui, alors tout d'abord, c'est, comme tu as dit, très difficile d'intervenir après les moments d'émotion que vient de nous faire partager Latifa. Et avant mon intervention, je ne peux pas non plus ne pas évoquer en petit aparté le combat de mon ami Hassan Chalgoumi. J'étais avec lui depuis le début, avec Samy, et je me souviens, lorsque la première fois, il était caillassé dans sa mosquée, et qu'on a été manifesté devant la préfecture parce qu'il lui fallait de la protection. Mais je veux vous dire qu'on était très peu nombreux, nous aussi, derrière Chalgoumi pour le protéger. Et je le regrette parce qu'on aurait dû à ce moment-là se mobiliser massivement derrière lui. Alors, Hassan est un peu un résistant. Il entre en résistance contre une majorité qui était effectivement un peu fanatisée. Mais c'est justement son honneur. Parce que la résistance, c'est le début du combat, c'est pas la fin. Et nous sommes tous là, je pense, pour le soutenir, pas pour l'invectiver, pour l'aider, pour faire en sorte que cette minorité devienne majorité et que la voix de cette minorité devienne celle de l'islam. Nous sommes en France, un pays où il y a eu une période très sombre de notre histoire. Et certains sont rentrés en résistance. Et certains étaient très minoritaires, 122 au départ, et ils sont devenus majoritaires. Alors espérons tout cela à notre ami Hassan, et qu'il devienne majoritaire, et qu'il arrive à convaincre ses frères et ses sœurs que ce combat de l'islam modéré est le seul qui vaille pour l'islam. Alors, je vais faire une introduction vers la prochaine table, qui est celle de la riposte. Mais entre la riposte et les causes, il y a des fois un lien. Et je pense que le lien, c'est la dissuasion. Comment faire pour que ces actes antisémites ne se répètent pas? Et la progression inquiétante des actes de discrimination et des actes violents à l'égard des personnes en raison du racisme et de l'antisémitisme pose la question réelle de la force de dissuasion de l'arsenal juridique. On en a évoqué tout à l'heure quelques éléments, et on va en évoquer, je suppose, tout à l'heure encore plus. En criminologie, la dissuasion est une théorie selon laquelle on peut empêcher quelqu'un de commettre un crime par la peur des conséquences potentielles de son acte. Or, cette force dissuasive n'est opérante que si le risque d'être poursuivi et condamné est plus que probable. Depuis la Convention de New York de 1965, qui a été ratifiée par la France le 28 juillet 1971, de nombreuses lois ont été promulguées en France, la loi Pleven, Guesso, Lelouch, pour lutter de manière la plus efficace possible contre la propagation de la haine raciale, du racisme et de l'antisémitisme. Cependant, toutes ces lois ont une particularité,
elles s'inscrivent dans le cadre de la loi de la presse du 29 juillet 1881. Cependant, tous les politiques de tous bords vous diront tous que le racisme et l'antisémitisme ne sont pas des opinions, mais des délits, et comme tels, punissables par la loi. Alors là, il y a une contradiction évidente, parce qu'on les réprime par la loi de la presse, et on dit que ce sont des vrais délits. La loi de la presse a pour but de protéger l'image ou l'honneur d'individus ou d'institutions, alors que la provocation à la haine raciale relève de la véritable atteinte à la personne humaine, délit réprimé par le livre 2 du Code pénal. C'est pour cela que les associations antiracistes, dont le BNVCA et la LICRA, réclament depuis de nombreuses années la sortie des textes de répression de la loi de discrimination et de provocation à la haine raciale du carcan procédural que représente cette insertion dans la loi du 29 juillet 1881 et demande l'inscription de ce délit dans le livre 2 du Code pénal. Or, à ce jour, les gouvernants successifs y se sont toujours opposés et on se demande pourquoi. Ce carcan procédural a pour conséquence que de nombreuses affaires ne peuvent aboutir, soit pour cause d'erreurs de procédure irrécupérables, soit de délais de courte prescription. Les atteintes à l'image ou à la vie privée sont une chose. L'appel à la haine raciale, le racisme, l'antisémitisme ou l'apologie du terrorisme en sont une autre. Ces appels à la haine sont une menace directe envers les personnes ou notre société et relèvent indubitablement du livre 2 du Code pénal et notamment du chapitre 2. Les poursuites dans le cadre de la loi de la presse sont d'une telle complexité et si fragile que la moindre erreur procédurale devient fatale. Et malheureusement, on a eu des cas. Notamment du fait de la courte prescription, bien entendu, qui n'est pas toujours suivie comme il se faut par le parquet, on a vu quelques erreurs, et surtout de l'impossibilité de corriger la qualification initiale. Dans ces conditions, le sentiment d'impunité des prévenus devient grand. Des arcanes de procédure viennent d'être utilisés à nouveau récemment avec l'aide de la QPC lors d'un jugement du tribunal de grande instance de Pontoise en date du 12 octobre 2012 qui a renvoyé à la Cour de cassation qui elle-même a statué le 22 janvier et ordonné un renvoi devant le Conseil constitutionnel avec les attendus suivants. Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée, les dispositions de l'article 65 de la loi du 29 juillet 81 qui déroge à la règle d'ordre public et de prescription trimestrielle prévue par cette loi portent atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, en particulier au principe d'égalité devant la justice. Je ne veux pas rentrer dans le détail, mais en gros, la question était de dire, face à un même délit qui est celui de la diffamation, on a deux types de prescription, la prescription pour les cas réguliers et la prescription pour le cas de provocation à la haine raciale qui, elle, est de 1 an. Donc cette question a été posée, juridiquement, enfin on verra tout à l'heure, elle n'est pas si absurde que ça, et il y a des chances que, effectivement, le Conseil constitutionnel casse cette loi. Et il est clair que s'il advenait que le Conseil donnait une suite à cette requête, le moment serait venu de se poser sérieusement la question de l'adaptation pénale de la loi contre la propagation de la haine raciale. Il serait temps, il est bien temps même, d'insérer comme il se doit, comme l'éthique l'exige, la répression du racisme et de l'antisémitisme et l'incitation à la haine dans son cadre naturel qui est celui qui réprime les atteintes à la personne. Le temps serait venu d'inscrire enfin cette loi dans le livre 2 de notre code pénal et de en sorte que l'antisémitisme soit enfin véritablement un délit et non pas une opinion. Une des causes de la prolifération des actes de négationnisme, d'injures ou de diffamation raciste et antisémite est l'aspect non dissuasif des sanctions infligées à ces délinquants. Quand Dieudonné se voit condamné à de multiples reprises à des amendes, même importantes, il fait une collecte qui lui rapporte 350 000 €, soit plus de 10 fois les amendes auxquelles il a été condamné. Et bien que plusieurs reprises le procureur a réclamé une peine de prison avec sursis, le tribunal s'est toujours refusé à une telle sanction. De fait, peut-être que ce délit se trouve imbriqué dans le délit de la presse
et que dans la démocratie, la liberté d'expression est totale et qu'un débordement doit être modérément sanctionné et pas par de la prison. Peut-être est-ce le raisonnement des tribunaux. Mais Dieudonné récidive. Et il fait ça le comble. Il est accueilli en héros en Algérie et dans différents pays arabes. C'est quelque chose qui est véritablement intolérable. Il passe sur pratiquement tous les médias du pays du Maghreb, et même en Algérie, avec des pseudo-laïcs, il est accueilli en héros. Ça, ce n'est pas possible, et ça sera toujours possible s'il n'est pas condamné à des prisons avec sursis, parce que l'amende, il s'en moque. Voilà pourquoi je pense que, effectivement, dans la riposte, entre les causes et la riposte, je pense que cette intervention était importante parce que tant que la loi de la presse réprimera ce type de délit, toute assimilation à liberté d'expression est inévitable parce que la loi de la presse, ça réprime justement les débordements de la liberté d'expression. Mais là, il ne s'agit pas de liberté d'expression, c'est un délit. L'antisémitisme est un délit. L'atteinte à la personne est un délit. Il faut que la lutte contre l'antisémitisme s'inscrive dans les délits de droit commun. Merci à Richard Abitbol. Excellente transition d'ailleurs avec la table ronde qui va suivre. Merci à tous les participants. Merci Latifa, merci Monsieur l'imam Chalgoumi, merci Guy Millière, merci Maître Ben Simon, merci Richard Abitbol, Daniel Siboni qui nous a quittés. Et on retrouve avec joie Michel Zerbib. Il faut évidemment, comme on dit souvent, le combat continue. Il est né pour les Juifs aussi déjà dans la résistance. Aujourd'hui, il perdure à d'autres endroits de la planète. Ce sera l'objet d'un autre débat. Il me semble d'ailleurs que le ministre de l'Intérieur qui était cité tout à l'heure, Manuel Valls, qui était présent d'ailleurs au dîner qu'avait organisé l'imam Chalgoumi, a dit quelque chose à la fois de extrêmement simple, extrêmement évident, peut-être pour beaucoup, mais pas pour tous, c'est que l'antisionisme radical, c'était l'antisémitisme le plus virulent qu'on trouve aujourd'hui en France.